Bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et aujourd'hui, ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau Florian Gommet, aventurier hygiéniste. Il est venu déjà 2 fois pour parler de ses divers exploits à travers l'Europe, notamment où il a traversé l'Europe à pied, pieds nus, sans passeport, avec rien. Il est parti sans eau, sans nourriture et il s'est nourri de ce qu'il avait sur le chemin. Il est parti tout ça, comme je disais, pieds nus. Et il nous a parlé dans la deuxième émission, dans le deuxième interview, d'hygiénisme. Et il nous a montré comment, à partir de plusieurs pratiques, on pouvait renforcer notre organisme, stimuler notre système immunitaire et plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de l'accueillir à nouveau et il va nous parler d'alimentation vivante, de jeûne et de purge. Bonsoir Florian, comment vas-tu? Alors attends. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. Eh bien, je vais très bien dans ma campagne du sud de la Bourgogne, voilà, sous la neige en ce moment. Hmm. Ça nous fait plaisir de t'avoir à nouveau. Et puis, toutes les personnes qui nous ont suivis les dernières fois ont adoré. Donc, on continue, hein, on continue sur la lancée. Tu vas continuer à partager avec nous ton savoir, tout ce que tu as acquis et surtout ton expérience parce que, comme tu me le disais, tu me l'as dit assez fréquemment, il y a d'une part, il y a toute la théorie et tu aimes beaucoup pratiquer et ressentir tout ce que génèrent ces pratiques. Voilà, la pratique, c'est vraiment la clé, c'est ce qui permet de savoir si une théorie est valable. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne, que ce soit aussi bien en sciences que dans le milieu de la santé et des validations qu'on peut faire avec son corps. Voilà, on vit son corps comme une éprouvette. On prend l'envie et le courage, voilà, de faire des expériences, de tester des choses sur son corps. Et ensuite, ma foi, on peut tirer des conclusions, savoir si les théories dont on a entendu parler sur l'alimentation, sur la santé, sont valables ou non à la lueur des résultats qu'on obtient. Ouais. Alors ce soir, tu vas nous parler d'alimentation vivante, de jeûne et de purge, donc une interview en 3 axes. Pour tous ceux qui rejoignent cet échange, sachez qu'il y aura un replay, donc si vous n'arrivez pas à le voir en entier, vous pourrez voir le replay par la suite. On va commencer par l'alimentation vivante, si tu veux bien. Peux-tu nous définir ce qu'est l'alimentation vivante? Alors, l'alimentation vivante, c'est un type d'alimentation qui consiste à ne manger que des fruits et des légumes crus, idéalement des fruits et des légumes qu'on vient de cueillir fraîchement. Voilà. Hmm. Et ce type d'alimentation, eh bien, c'est l'alimentation qui est la plus proche de l'alimentation que l'on aurait si on était lâché dans notre milieu naturel, sans technologie et que l'on se nourrissait avec ce que l'on peut cueillir, tout simplement. Et dans la nature, normalement, on n'a pas d'armes, de lances ou de silex. Et c'est ça qui a permis aux premiers humains de modifier leur régime alimentaire et de consommer de la viande, tout simplement parce qu'ils avaient utilisé des outils. Donc c'est absolument pas naturel pour le corps humain de manger autre chose que des fruits et des légumes crus. Et à partir de quand, en fait, l'homme s'est mis à manger autre chose que les fruits et les légumes crus? Alors, d'après les anthropologues, on estime que l'humain a commencé à consommer de la viande il y a environ 2,5 millions d'années, à peu près à la même période où il a commencé à maîtriser le feu. Mhm. Et donc, c'est à cette période-là qu'il a commencé à utiliser des armes, des silex, et c'est pour ça qu'il a pu. On considère qu'en premier lieu, il a commencé à consommer des animaux qui venaient d'être tués. Ils sont passés derrière des carnivores et ils ont été un peu opportunistes, comme on dit, par rapport à la nourriture. Et ça leur a permis de varier leur alimentation et donc d'assurer leur survie de manière plus facilement. Ce qui a dû se passer, c'est probablement un changement climatique
qui fait que l'humain, dans le milieu où il se trouvait, n'a pas pu se contenter de se nourrir exclusivement de fruits et de légumes crus comme il le faisait avant, et donc il s'est mis à diversifier son type d'alimentation, et ce qui lui a permis par la suite de pouvoir affronter n'importe quelle condition climatique. Mais ce changement d'alimentation, je tiens à le rappeler, a été possible parce que l'homme a inventé des techniques, des outils. Voilà. Donc ce n'est absolument pas naturel, même si ça fait partie, depuis que Homo sapiens sapiens est présent sur Terre, et donc nous-mêmes sous cette forme anatomique moderne, récente, eh bien, on a toujours, en tant que Homo sapiens sapiens, consommé de la viande. Mais si on regarde le dernier diagramme que tu viens de mettre, si on remonte aux origines de la ligne humaine, on voit que depuis 65 millions d'années, on est des primates, faisant partie de la famille des grands singes, au même titre que l'orang-outan, que le gorille et le chimpanzé, qui tous les trois consomment presque exclusivement des fruits et des légumes crus. Il y a la seule exception, c'est pour le chimpanzé, qui est l'animal le plus proche, parce que le chimpanzé, en fait, si on regarde un petit peu les études qui ont été menées sur eux, on se rend compte qu'il y a des tribus de chimpanzés qui sont frugivores comme nous, et d'autres qui consomment un petit peu de viande, j'ai envie de dire comme nous aussi. Puisque chez l'humain, effectivement, il y a plusieurs types de tribus avec des personnes qui s'alimentent de différentes manières. Et ce que l'on observe, et ça c'est très intéressant, c'est que chez les chimpanzés qui consomment de la viande, leurs mœurs en fait sont très violentes. À la fois, bien sûr, ils chassent et donc ils vont tuer des autres animaux, mais au sein de leur clan, ils sont aussi violents entre eux. Voilà. Ce qui n'est pas sans rappeler le comportement de l'être humain. Et donc on considère en fait que la digestion de la viande produit une acidification du corps à cause de l'urée qui est un déchet de la digestion de la viande. Et cette urée, acidifiant le corps, va modifier le comportement de certaines glandes comme l'hypothalamus qui a un rôle important pour réguler les émotions, ce qui fait que les personnes avec un tempérament acidifié auront tendance à être plus facilement dans des états de colère, d'agressivité, de tension nerveuse. On peut l'observer là, par exemple, par rapport à l'image que je mets à l'écran, au niveau de la dentition même, hein, on le voit effectivement que ça fait partie des traits physiologiques. L'humain est effectivement plus apte à manger donc, ce type d'alimentation, de l'alimentation vivante. Voilà, que ce soit au niveau de la dentition, que ce soit au niveau du tube digestif, des sucs digestifs, tout ça, il n'y a aucun doute sur le fait que notre système digestif, depuis 65 millions d'années, est parfaitement adapté à manger des fruits et des légumes crus. Ensuite, qu'il y ait eu des adaptations pour digérer de la viande au cours des 2,5 millions d'années écoulées, c'est indéniable, mais toujours est-il que si on s'intéresse à quelle est l'alimentation la plus optimale pour le corps humain, on ne peut que revenir à manger des fruits et des légumes crus. Et à ce propos, j'ai une anecdote qui est assez intéressante. C'est à propos de nos mains. Les os de la main sont appelés les métacarpes. Et en grec, métacarpe, ça veut dire derrière le fruit. Voilà. Ah. Donc voilà, même l'origine des mots nous rappelle à nos origines. Ah, totalement. Et effectivement, je sais qu'au niveau des enzymes qui sont sécrétées au niveau du palais, au niveau de la bouche, il y a certaines enzymes qu'on retrouve chez nous, qu'on retrouve uniquement chez des espèces non carnivores. Je sais aussi au niveau aussi de la longueur des intestins aussi, qui n'est pas du tout la même chez les carnivores et chez l'être humain. Oui, le système digestif chez les carnivores est beaucoup plus court parce qu'ils ont besoin d'éliminer cette acidité liée à la digestion de la viande très rapidement parce qu'elle est nocive. Et c'est pour ça que l'urine des carnivores est très odorante parce qu'elle est très acide. Et on le voit avec par exemple l'urine des chats, elle sent très fort.
et ils ont des reins très puissants aussi pour éliminer cette acidité. Alors que dans le corps humain, le système digestif étant beaucoup plus long, cette acidité liée à la digestion de la viande va rester beaucoup plus longtemps dans le corps, et donc elle va plus imprégner les tissus, et c'est pour ça qu'on va acidifier son corps progressivement. On ne va pas pouvoir faire comme les carnivores qui l'éliminent au fur et à mesure qu'ils la consomment. D'accord. Et même au niveau de la mâchoire aussi, hein. Chez les carnivores, ils peuvent la bouger uniquement comme ça, hein, si je ne me trompe pas. Mhm. Et nous, l'être humain, on peut le bouger aussi bien latéralement que verticalement. Voilà. Exactement, non, il y a vraiment aucun doute sur le fait que d'un point de vue anatomique, nous sommes des cueilleurs comme depuis 65 millions d'années, et c'est simplement la technologie, voilà, qui nous a fait consommer eh bien, autre chose que des fruits et des légumes crus. Sans cette technologie, on n'aurait jamais pu manger autre chose, ou alors de manière vraiment très anecdotique, et on n'en parlerait pas tellement ça serait marginal, voilà, comme Et alimentation. mm. Et j'ai des personnes qui me parlaient récemment, qui me disaient oui, mais les Inuits, par exemple, ils vont pas trouver de fruits ou de légumes directement. Et à ce moment-là, je leur parlais justement du fait qu'indirectement, ils sont amenés à pratiquer l'hormèse en continu, quoi, par rapport au Voilà. climat, par rapport à tout ça. Alors effectivement, les clés pour être en bonne santé, bien sûr, l'alimentation joue un rôle important, mais si on prend le temps de regarder tous les éléments de l'hygiène de vie qui nous apportent de l'énergie et qui nous permettent d'être en bonne santé, comme on en avait parlé la dernière fois, il y a l'hormèse, donc l'exposition à la fatigue, l'exposition au froid, il y a le jeûne, il y a aussi tout ce qui est lié à l'humanité, se sentir partie intégrante d'une communauté, donner du sens à sa vie, avoir une vie spirituelle. Et tout ça, chez les Inuits, ça existait. Mm. Comme ça existait dans toutes les ethnies, c'est-à-dire que peut-être ils n'avaient pas l'alimentation idéale 100% végétale et crue, mais comme autour de ça, ils avaient des pratiques hygiénistes euh, assez complète, eh bien, ma foi, évidemment, ils pouvaient vivre jusqu'à 100 ans parce que le corps humain, il est robuste, et c'est pas parce qu'on fait des écarts avec de la viande ou des produits laitiers occasionnellement qu'on va forcément avoir des problèmes de santé. Mais dans le cadre de nos vies modernes, où ces écarts alimentaires se font avec des aliments, avec des OGM, avec des aliments, des animaux d'élevage, euh, et puis en plus, une hygiène de vie où on n'a plus de période pour jeûner, Mm. où l'hormèse est quasi inexistante parce qu'on a un confort tellement développé que si on le souhaite, eh bien, on peut très bien ne jamais faire d'effort de toute la journée. Eh bien, évidemment, le corps, il n'a à la fois plus, on lui donne plus d'énergie pour pouvoir faire ses nettoyages et rester en bonne santé, et en plus, on lui donne jamais de période pour se nettoyer. Donc évidemment, là, ça peut que amener vers de plus en plus de maladies, de souffrances et aussi de comportements psychologiques, névrotiques, parce que l'alimentation, ça joue pas que sur la santé du corps, ça joue aussi sur la santé psychologique. Oui, bien sûr, parce que dans tous les stress, il n'y a pas que l'alimentation, il y a le stress vécu au quotidien par tout ce qu'on a à faire, le travail, etc., etc. Et cetera. Et effectivement, tu parlais des périodes de repos. Donc, dans le repos, il y a le jeûne pour un nettoyage naturel du corps. On en parlera par la suite, là. Et après ça, qui peut être accompagné des purges. Et donc, au niveau de l'alimentation, donc l'alimentation vivante, on est plus proche d'une alimentation vivante quand elle vient d'être cueillie, hein. D'un point de vue énergétique, elle est plus vivante, comme tu me disais lors des précédentes interviews. Et donc l'alimentation vivante, on retrouve les fruits, les légumes, comme tu disais. Et il y a Oui. quoi d'autre? Les oléagineux? Les oléagineux qu'on peut aussi mettre dans la catégorie des fruits, hein, ce sont des graines qui sont riches en protéines, en graisses principalement, Mhm. et donc qui sont excellentes pour la santé. Il y en a plein. Et c'est en général quand on consomme, quand on se met à manger vivant, qu'on découvre toute la panoplie d'oléagineux qui existent, alors qu'autrement, c'est un petit peu un fruit qu'on laisse pour compte et vers lequel on ne se dirige pas, alors qu'il a des propriétés nutritionnelles
très intéressante, qu'il est beaucoup plus riche pour la plupart des oléagineux en protéines que les protéines des produits animaux, que la viande, que les produits laitiers, que le Ouais. fromage. Donc c'est très intéressant, puis surtout, ça n'a pas d'inconvénient pour le corps. Il n'y a pas d'encrassage lié à des résidus de digestion, comme avec la viande qui produit de l'acidité ou les féculents et les produits laitiers qui produisent ce qu'on appelle des cols, voilà, les résidus de féculents qui encombrent le foie et qui, à la longue, calamine les organes d'élimination et empêche le corps de faire ses nettoyages naturellement. Oui, et tu nous rappelais, il y a 2 semaines, enfin la semaine dernière, je ne sais plus exactement, que, les céréales, par exemple trop cuites, pareil, participent à la création de ces cols. Voilà, donc les céréales, ça c'est quelque chose qu'on consomme depuis environ 10 000 ans seulement. Donc en termes d'adaptation génétique, c'est presque rien, 10 000 ans. Et donc notre corps, notre foie en particulier, il est fait pour digérer le sucre des fruits, le fructose. Donc il les digère parfaitement. En revanche, quand on lui donne de l'amidon, qui est une chaîne de glucose, Mmh. donc l'amidon, on le digère quasiment pas s'il n'est pas cuit. Par contre, si on le fait cuire, on va le digérer, mais que partiellement. Donc on va D'accord. absorber une part de glucose et la cuisson en fait, elle va entraîner des réactions chimiques et elle va créer des molécules qu'en fait le corps il ne devrait jamais trouver dans la nature. Et donc Mmh. ces chaînes de glucose qu'on va cuire vont créer des résidus qui vont s'accumuler dans le corps et le corps, ça va les faire sortir en produisant du mucus. Voilà. C'est pour ça qu'en fait, beaucoup de personnes ont des problèmes avec les allergies, avec les rhumes, avec les kystes. Ouais. Et voilà, toutes ces viscosités qui encombrent le corps, ce sont les résidus des féculents et aussi les résidus de digestion des produits laitiers. Si on ne D'accord. consommait pas ces deux types d'aliments, il n'y aurait pas de colle, de mucus dans le corps et on aurait beaucoup moins de problèmes de santé. Mmh. Et là, je voudrais revenir sur ce que je disais la dernière fois parce que c'est vraiment la base de la naturopathie et de la santé vitaliste, c'est vraiment de considérer que l'état naturel pour le corps humain, c'est la santé. Et que les maladies ne sont pas des dysfonctionnements, elles ne sont pas des coups du sort dus au hasard, mais ce sont des crises d'élimination, c'est-à-dire c'est le corps qui provoque des maladies pour faire sortir les poisons. Et donc, en fait, ça reprend à l'envers, j'ai envie de dire, les dogmes sur lesquels s'appuie la médecine allopathique, qui considère que la maladie, c'est quelque chose qui, pour la plupart du temps, est un dysfonctionnement du corps, une faiblesse, et qu'il faut aider le corps, le renforcer ou compenser avec des médicaments issus principalement de la chimie. Voilà. Mmh. Alors que de l'autre point de vue naturopathique, avec la santé vitaliste, eh bien, on considère que non, quand le corps a un dysfonctionnement, c'est qu'il essaye de faire sortir des poisons. Ces poisons qu'on a absorbés par l'alimentation, mais aussi par la pollution. Et donc, on va aider le corps à faire ces éliminations. Mmh. Typiquement, un médecin, quand on a la diarrhée, va nous donner des médicaments pour l'arrêter. Alors qu'en fait, il ne faut surtout pas faire ça, puisqu'une diarrhée, c'est le corps qui fait sortir des poisons. Et donc, en naturopathie, on va accompagner ces diarrhées avec des plantes. Et puis surtout, on va pas intervenir pour la bloquer parce que ça va permettre au corps de se nettoyer. Et après cet épisode de diarrhée, eh bien, on se sentira beaucoup mieux parce qu'on aura fait sortir des poisons. Et Mmh. donc, le principe de la santé vitaliste, voilà, ça va être progressivement de nettoyer son corps de tous ces poisons, d'arrêter aussi de consommer tous ces aliments qui ne sont pas faits pour notre système digestif et qui nous encrassent, et puis d'accompagner le corps quand il fait des crises d'élimination pour qu'elle passe plus vite et que derrière, notre santé soit plus élevée, plus haute qu'auparavant. Mmh. Il y a une question, de Laetitia, qui demande: «Et pour les maladies chroniques type allergie et thyroïdite, est-ce que donc effectivement on peut travailler dessus? Est-ce que, cette alimentation vivante cumulée au jeûne et aux purges va permettre de faire une sorte de reset?» Voilà, absolument. Donc, pour certaines personnes, ça peut paraître un peu magique ou trop beau, mais voilà, dès qu'on nettoie le corps et qu'on arrête de consommer des aliments qui ne sont pas faits pour nous, le corps se nettoie progressivement, il sait le faire, et la santé revient naturellement.
C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de cibler d'une manière symptomatique les problèmes de santé et d'aller intervenir, par exemple, pour traiter l'allergie spécifiquement ou traiter problèmes de thyroïde. Dès qu'on va progressivement nettoyer son corps et lui redonner de l'énergie avec des pratiques hygiénistes, tout va rentrer dans l'ordre petit à petit. Et donc, pour parler de mon expérience, j'avais des allergies, beaucoup d'allergies au pollen, au poil de chat. Donc tout ça, c'est lié au col, hein. C'est le corps qui a accumulé trop de colle. Et les pollens, qui sont responsables des allergies, ce ne sont pas du tout une manière que la nature, on pourrait considérer que c'est la nature qui nous nuit finalement, qui nous cause du tort. Alors qu'en fait, la nature, elle est vraiment profondément bonne pour nous, en particulier les plantes. Et donc, ces pollens, ils aident le corps au contraire à faire sortir ces mucus qu'il n'arrivait plus à faire sortir tout seul. Voilà. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont d'allergies. On arrête les féculents, on arrête les produits laitiers et les allergies, elles partent. Ouais, c'est sûr que effectivement, tu me disais aussi la dernière fois que tu avais une certaine myopie et même cette myopie a disparu derrière. Parfaitement. Voilà. Si je fais le tour des problèmes de santé que j'avais avant, donc il y avait la myopie, il y avait une sciatique qui a duré des années. J'avais une peau acnéique avec pas mal de kystes. Et voilà, des problèmes de transpiration aussi, des transpirations très fortes. Et donc on considère que c'est normal, par exemple, d'utiliser des savons, des déodorants, parce qu'on pense que, parce que c'est la norme, que si on n'en utilise pas, on ne va pas sentir bon. Et alors qu'en fait, quand on consomme que les aliments que la nature a prévus pour nous et que le corps commence à être bien nettoyé de l'intérieur, en fait, nos odeurs corporelles, elles changent et on n'a plus besoin d'utiliser de savon ni de déodorant. Il y a tout en fait qui change, tout ce qu'on croit savoir sur le corps. Quand on change ses croyances par rapport à quel est l'état naturel, donc selon moi, c'est la pleine santé, et que l'on considère qu'on n'est pas omnivore, mais qu'on est frugivore, en fait, il y a énormément de choses qui changent dans notre quotidien, ce qui fait que notre corps ne réagit plus comme le corps des autres personnes qui mangent cuit avec des produits animaux réagit. Et c'est un petit peu comme si on avait chacun nos réalités propres, parce que le corps ne réagit plus du tout de la même manière. Une personne qui dit, j'ai entendu dire qu'en Afrique, ils utilisent les piments très forts pour tuer les bactéries ou virus dans les intestins et arrêter la diarrhée. Quel est le rôle des piments Alors les piments, effectivement, si je me souviens, ce que j'ai lu également, c'est beaucoup utilisé dans les pays chauds où lié à la chaleur, il y a beaucoup de bactéries qui se développent. Et donc, effectivement, les piments permettent de limiter le développement de ces bactéries. Alors malheureusement, ce que je me rends compte, c'est que quand on regarde ce qui se fait dans les ethnies qui sont restées plus proches que notre société civilisée par rapport à son milieu naturel, il y a beaucoup de choses qu'ils font instinctivement avec les plantes et qui sont bénéfiques, mais ils ont encore une manière de penser qui est la manière symptomatique de la médecine moderne. C'est-à-dire, on considère que la diarrhée, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Alors qu'en fait, une diarrhée, c'est le corps qui se nettoie. Il ne faut surtout pas arrêter une diarrhée. Voilà. Il faut comprendre d'où elle vient, l'accompagner, et puis modifier son alimentation. Par exemple, moi, je peux manger 1 ou 2 kilos de fruits dans la journée. Je ne vais jamais avoir de diarrhée par rapport à ça. Quelqu'un qui n'a pas l'habitude de manger cru, évidemment, que peut-être qu'il n'arrivera pas à manger autant de fruits dans la journée, et ça va certainement lui donner une diarrhée. Mais il aura une diarrhée parce que les fibres des fruits vont faire leur travail et vont commencer à faire un travail de nettoyage du corps. Et donc, au début, ça va provoquer des diarrhées, des ballonnements, des gaz, mais tout ça, ça va être positif, ça va être bénéfique pour la personne. Et donc, voilà, pour les microbes, les bactéries, c'est la même chose. Si on consomme un aliment par exemple de la viande qui est avariée, évidemment, il y a beaucoup de bactéries qui ne sont pas du tout adaptées à notre système digestif et qui vont nous rendre malades. Et effectivement, on peut utiliser des plantes pour faire passer ça. Par contre, si on mange que des fruits et des légumes, même si on les mange qui sont pourris, on ne va pas consommer des bactéries qui vont nous rendre malades. Voilà. Et si jamais elles nous rendent malades quand même, c'est simplement que ces bactéries-là, ces bactéries qui nous ont rendus malades,
elles se sont développées, elles ont pu proliférer dans notre corps parce qu'il y avait de la nourriture inadaptée qui leur a permis de se développer. C'est comme les pollens. Je disais que les pollens, ils viennent non pas pour nous embêter, mais au contraire pour nous aider à faire sortir ces cols, ces mucus qui encombrent notre corps. Les bactéries qu'on considère nocives, en fait, on les abrite toutes naturellement dans notre biotope, comme dans notre microbiote, je voulais dire. Comme par exemple le staphylocoque. Le staphylocoque, on en a naturellement sur notre peau et dans notre corps. Voilà. Ce qui se passe simplement pour le staphylocoque ou pour tous les autres bactéries qu'on considère comme dangereuses, c'est que quand il y a trop de déchets dans notre corps, eh bien, elles peuvent proliférer. Et donc, elles ne sont pas là non plus pour nous embêter ou nous faire du tort, elles sont là pour venir consommer ces déchets qui empoisonnent notre corps. Et donc, pareil, si on utilise des antibiotiques qui tuent ces bactéries-là, effectivement, les symptômes vont s'arrêter, mais ça ne va pas résoudre la cause des causes, qui est l'empoisonnement de notre corps et de nos humeurs. C'est ça, on va pointer du doigt le staphylocoque alors qu'il est juste là pour se nourrir des déchets et qu'en fait, la vraie cause, elle n'est pas liée au staphylocoque. Voilà, c'est le même principe. Il y a une image qui est assez parlante pour ça. C'est par exemple s'il y a un accident de voiture, qu'est-ce qui se passe? En général, il y a les pompiers et les gendarmes qui arrivent. Voilà. Quelqu'un qui est extérieur à cette situation, qui ne connaît pas du tout les mœurs des terriens, il regarde ça depuis l'extérieur, qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'à chaque fois qu'il y a un accident, il y a des gendarmes et des pompiers. Eh bien, il pourrait très bien conclure que les gendarmes et les pompiers sont responsables des accidents sur Terre. On fait le même type de confusion avec les bactéries. C'est-à-dire qu'on considère que, parce que quand il y a un problème de santé, on retrouve ces bactéries-là qu'on considère comme étant nocives, on conclut qu'il y a un lien de cause à conséquence. Alors que pas du tout, ces bactéries-là sont là parce qu'elles peuvent se développer, elles sont là pour nettoyer le corps. Donc effectivement, je ne dis pas qu'il ne faut jamais utiliser de médecine allopathique. Des corps qui sont affaiblis, qui sont fatigués et qui sont très encrassés, s'il y a un problème avec un staphylocoque, par exemple, ça pourrait provoquer la mort de la personne. Donc il y a des situations, parce qu'on a allé trop loin dans une hygiène de vie inadaptée à notre corps, la médecine allopathique a encore sa place, mais à utiliser en conscience de ce que l'on fait. Alors que quand le corps a retrouvé de la vitalité et s'est nettoyé progressivement, si on a un problème de santé, une crise d'élimination, on prend une purge qui va nettoyer les acides ou les cols. Et à ce moment-là, ces bactéries-là qui provoquaient des troubles dans notre corps, eh bien, elles n'auront plus rien à manger, d'une manière visuellement parlante. Et donc, elles vont arrêter de se développer et elles vont être à nouveau régulées par le système immunitaire et elles vont retrouver leur juste place dans le corps et les problèmes disparaîtront. Je rappelle pour toutes les personnes qui nous rejoignent seulement maintenant, que Florian a quand même fait de gros exploits avec ce mode de vie hygiéniste, en cumulant des périodes parfois sans manger. Il peut passer des fois une journée, 2 journées même sans manger. Il a cumulé en 88 jours 80 marathons quand même, tout ça pieds nus, avec uniquement des fruits et des légumes crus qu'il trouvait en chemin. Donc pour montrer, alors bien sûr pour beaucoup de personnes, vous allez vous dire, il est surhumain. En fait, il est juste, ce qu'il essaie d'expliquer, c'est qu'il est juste humain et c'est juste reconnecté à la nature initiale de l'homme. Et c'est pas le seul non plus à arriver à de tels exploits, mais effectivement, je pense que c'est le message qu'il essaye de passer. Il y a une question de Mireille qui dit « Bonsoir depuis l'Autriche, qu'en est-il de la vitamine B12 qui, paraît-il, n'est que d'origine animale? Je me nourris de manière végane. » Alors, la B12, quand on dit qu'on peut en consommer uniquement à partir des produits animaux, c'est pas tout à fait exact parce que c'est produit par des bactéries. Voilà. Donc en fait, effectivement, si on consomme que des fruits et des légumes crus, eh bien, à part les petites bactéries en faible quantité qu'on va consommer éventuellement sur ces fruits et les légumes crus, on ne va quasiment pas en avoir dans notre alimentation. Et on sait que la vitamine B12, c'est une vitamine absolument essentielle pour le bon fonctionnement de notre corps. C'est pour ça que dans la Société végétarienne de France, par exemple, conseille publiquement sur son site internet de se complémenter en B12 pour les véganes. Voilà. Si on est végétarien, c'est-à-dire qu'on continue de consommer des œufs et des produits laitiers, il n'y a absolument aucun risque de carence possible dans ce cas-là.
Alors, ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand notre flore intestinale est suffisamment saine, c'est-à-dire qu'on remange suffisamment en proportion de fruits et des légumes crus, à ce moment-là, les fibres que l'on donne à notre corps permettent de nourrir ces micro-organismes qui sont capables de fabriquer de la B12 parce qu'en fait, on les abrite tout simplement dans nos intestins. Alors, il y a des cas transitoires au moment de la transition alimentaire où une carence en B12 peut arriver. C'est quand les personnes ont des intestins encore trop affaiblis par rapport à cause de leur ancienne alimentation majoritairement cuite. Et quand ces personnes-là aussi ne consomment pas suffisamment de fruits et des légumes crus. Parce que être vegan, j'ai envie de dire, ça veut rien dire parce en termes de santé. Parce qu'on peut être vegan et manger des frites tous les jours. Et évidemment que c'est pas ça qui va nous rendre en bonne santé. Voilà. Oui. Et c'est pour ça que les personnes qui sont véganes, ça commence de passer dans les mœurs parce qu'il y en a de plus en plus. Il y a des champions olympiques qui viennent montrer que voilà, on peut être en pleine forme et être végane. Et quand on parle de manger, d'être végane et en plus de manger cru, on a l'impression que là, c'est vraiment too much et que c'est la goutte d'eau, quoi. Alors qu'en fait, ça cause moins de problèmes de faire les choses vraiment jusqu'au bout comme il faut et de remanger comme un primate, plutôt que de faire les choses à moitié, j'ai envie de dire, parce que on va continuer de consommer des féculents quand on est végane et ça va causer des problèmes. Par contre, ça a aussi des avantages, c'est que quand on mange 100% vivant, surtout au début, ça va provoquer des détox qui sont parfois assez fortes et qui vont décourager les gens de continuer. Alors que quand on consomme vegan, les détox seront beaucoup moins fortes et donc ça sera pour la plupart des personnes tout à fait possible de continuer. Mais ce qu'on observe, c'est que par exemple des véganes très impliqués dans la cause animale, très populaires sur YouTube, Facebook, etc., vont être véganes pendant des années, et puis tout d'un coup, ils vont partir pour un jeûne, un long jeûne souvent, et derrière, ils vont dire le véganisme, c'est pas pour moi, le véganisme m'a rendu malade, etc., etc. Et là, les fans ne comprennent absolument pas ce qui se passe parce que tout d'un coup, il change et retourne sa veste. Et donc là, avec ce que je vous ai dit précédemment, ça permet de comprendre ce genre de situation. C'est-à-dire que le corps, quand on jeûne, surtout sur une longue période, on va lui redonner beaucoup d'énergie, on va faire des gros nettoyages dans le corps, et si jamais on n'est pas là avec des purges pour aider ces nettoyages à se faire, à ce moment-là, on fait des grosses crises d'élimination. Et en fait, tout simplement, si on continue de manger vegan ou vivant, on va se rendre malade. Donc à ce moment-là, on peut conclure, si je suis malade avec ces aliments-là, c'est qu'ils ne sont pas bons pour moi et que ce type d'alimentation n'est pas recommandable. Alors qu'en fait, la vraie raison, c'est que les cols résidus de ces féculents et de ces produits laitiers, en plus de l'acidité du corps, ont du mal à sortir parce qu'ils sont en grande quantité dans l'organisme, après des décennies d'alimentation cuite. Et en plus, ces cols qui ne devraient jamais être dans le corps humain, qui est quelque chose que la nature n'a jamais vu, c'est vraiment un truc que l'humain a inventé avec la cuisson. On l'utilise au tous niveau ces industriel. cols-là, C'est bien même. pardon, On l'utilise même au niveau industriel, excuse-moi de t'avoir coupé, mais... effectivement, ces cols dans l'organisme, qui sont issus des produits laitiers avec la caséine et l'amidon des féculents, la caséine et l'amidon sont utilisés par l'industrie pour fabriquer des cols. Donc, c'est pas qu'une image, c'est vraiment des cols qui se retrouvent dans le corps et qui s'accumulent et qui empêchent le bon fonctionnement du corps humain, et en particulier des organes de filtration, les émonctoires, qui n'arrivent plus à faire leur travail, et ce qui fait que le corps il s'empoisonne d'autant plus rapidement qu'il n'arrive plus à les faire sortir, ces poisons. Donc c'est pour ça que l'alimentation vivante, ça fonctionne uniquement si jamais on utilise des purges à côté, parce qu'à ce moment-là, on va permettre au corps de faire sortir ces poisons au fur et à mesure que le corps les fait sortir. Voilà, on va l'accompagner. Et là, les crises d'élimination, il n'y en a quasiment plus, et quand il y en a, elles sont très faibles, et on observe sur du long terme un gain de vitalité et puis une amélioration sur tous les plans qui laissent aucun doute quant au fait que c'est bénéfique. Par contre, si on n'utilise pas ces purges-là, à ce moment-là, on va être forcé de consommer cuit pour freiner les détox et pour arriver à tenir ce type d'alimentation. Alors, Florian va nous parler des jeûnes et des purges justement, et il vient d'amorcer un peu le sujet. Effectivement, on peut voir que
donc il y a des crises d'élimination quand on commence à faire des jeûnes, parfois plus ou moins longs. Et parmi tous ces symptômes, donc de tous ces crises, lors des crises d'élimination, tu disais tout à l'heure, il peut y avoir des diarrhées, parfois on peut avoir des maux de tête, parfois on peut avoir des bronchites. Et c'est souvent ce qui décourage les gens à continuer en se disant qu'ils ne sont pas du tout dans la bonne voie. Alors, ce que tu expliques là pour résumer, c'est qu'en fait, c'est justement le corps qui est en train de se débarrasser de ces toxines, mais que selon les personnes, on a une vitesse d'élimination plus lente que d'autres au moment de détoxifier l'organisme, qui fait que certains vont moins ressentir aussi ces effets, ou parfois ils ont aussi une meilleure hygiène de vie de manière générale, et d'autres vont les ressentir, et que juste la simple connaissance de ces effets produits par le jeûne et par les purges fait qu'on devrait être en mesure justement de se dire qu'on est sur la bonne voie. Alors il y a un truc qui revient régulièrement, c'est l'envie de retourner. Tu parlais de ces véganes qui militent entre guillemets sur les réseaux et qui d'un seul coup retournent leur veste. Il y a un retour des fois sur l'envie même de manger des féculents ou des fois la viande. Et tout ça, c'est lié au fait que parfois, même en jeûnant, on arrive à une certaine limite qui fait que notre lymphe, si je ne me trompe pas, notre lymphe qui transporte les déchets, différents déchets de l'organisme et qui passe notamment par notre cerveau, nous envoie un message et qui nous donne cette envie de retourner vers cette alimentation, retourner vers les féculents, retourner vers la viande. Donc le moyen en fait de ne plus avoir cette envie de retourner vers tout ça, c'est vraiment de faire le jeûne plus la purge. Oui, effectivement. Donc, avec l'alimentation vivante, en fait, l'idée, c'est pas de considérer que pendant le restant de notre vie, on va devoir se priver, se contrôler, se discipliner pour ne plus consommer d'autres aliments qu'on avait l'habitude de consommer, qu'on considère maintenant comme n'étant plus bons pour nous. Voilà. Donc là, il y aura un côté un petit peu, je dois me priver pour bénéficier d'une bonne santé. Et donc, il y aurait une sorte de balance à faire entre les bénéfices et les inconvénients. Voilà. Mmh. Alors qu'en fait, effectivement, on a envie de ces aliments, que ce soit la viande ou que ce soit les féculents, tout simplement parce qu'ils agissent comme des... C'est une véritable addiction, tout simplement. Et donc, ils agissent exactement comme le tabac ou avec l'alcool, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a envie de quelque chose que c'est bon pour nous. Et on a envie effectivement de consommer de la viande ou des féculents, tout simplement parce que notre lymphe, comme tu disais, on a dans le corps un peu plus de 7 litres de lymphe ou 5 litres de lymphe, je ne sais plus exactement, qu'on appelle la lymphe circulante et qui circule un peu plus lentement que le sang, mais qui circule dans des canaux, exactement comme le système sanguin, et qui passe dans tous nos organes, de la tête aux pieds, qui est là, un petit peu comme les égouts du corps, et qui sont là pour nettoyer le corps et acheminer tous ces poisons, tous ces déchets vers les émonctoires, et ensuite on les élimine soit par les urines, soit par les selles, ou éventuellement par la peau, si jamais les autres organes d'élimination sont trop occupés déjà. D'où les eczémas, etc. Voilà, d'où tous les problèmes de peau, acné, eczéma, kystes, etc. Et donc, en fait, quand on essaye d'arrêter la viande ou les féculents, eh ben, on va vivre tout simplement un symptôme de sevrage. Voilà. Parce que si on donne moins d'aliments qui empoisonnent notre corps, eh ben, le corps, ce qu'il va faire naturellement, eh ben, il veut utiliser cette période où on donne une meilleure alimentation à notre corps pour utiliser cette énergie et pour faire des nettoyages. Parce que le corps, il n'est jamais complètement au repos, hein. Soit il digère les aliments qu'on lui donne, soit il nettoie le corps de ses poisons. Et donc, quand on mange plus sainement, eh bien, le corps il a plus d'énergie et donc il utilise cette énergie pour davantage faire de nettoyage. Et donc, si jamais on fait une période de jeûne, par exemple, ou si jamais on se prive totalement, par exemple, de viande ou de féculents pendant une certaine période, eh bien, notre corps il va nettoyer nos humeurs avec cette lymphe circulante. Il va faire remonter des poisons qui étaient stockés dans les cellules graisseuses, dans les tissus. Et puis cette lymphe circulante, elle va se charger. Et normalement, idéalement, quand elle est chargée, eh bien, elle passe à travers les organes de filtration, le foie, les reins, et tout ça, finalement, ça s'élimine par les selles et les urines. Sauf que ces résidus de féculents qui sont en quantité dans nos organismes, parce qu'on a une civilisation qui en consomme beaucoup, hein, quasiment 50% de nos apports caloriques, je crois,
eh bien, vont mal fonctionner parce qu'ils vont être comme bouchés, comme calaminés. Voilà. Ce qui fait que cette lymphe circulante, eh bien, elle ne va pas pouvoir se nettoyer aussi vite que le corps la remplit. Et donc, quand la lymphe circulante est trop remplie, eh bien, comme elle passe dans notre cerveau, eh bien, elle va nous donner, elle va modifier nos humeurs, aussi bien nos envies alimentaires que nos humeurs, que nos états d'âme. Alors, par exemple, si on a beaucoup de colle qui est dans la lymphe, on va avoir plutôt des états d'anxiété, de peur, de dépression. Alors que si notre lymphe est plutôt chargée avec des acides, ça va être des états de colère, de stress, de nervosité. Et le plus souvent, c'est un mélange des deux. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut paraître très théorique, on peut se dire, ça peut paraître un peu farfelu, et on peut se dire, il y en a plein d'autres qui disent que ce n'est pas le cas, et donc pourquoi est-ce qu'on croirait ça? Eh bien, c'est là où la pratique a toute sa valeur, c'est que quand on est dans cet état ou pendant une certaine période, en nombre de jours, en nombre de semaines, on n'a consommé que des aliments vivants, on va à tous, quels que soient les personnes, on va arriver à un moment où on va avoir envie de nos anciens poisons favoris, que ce soit la viande, des pâtisseries, des produits laitiers ou des féculents. Et là, si on tente l'expérience de prendre une purge, à ce moment-là, la purge est passée, qu'est-ce qu'on se rend compte après? Eh bien, c'est qu'une fois que la purge est passée, on n'a plus du tout envie de ces poisons qui nous faisaient tant rêver de manière parfois obsessionnelle juste avant. Et donc là, on se dit, ah oui, effectivement, c'est pas mon corps qui avait besoin de B12, qui avait besoin de protéines animales ou autre chose, parce que ça, le mental, il est très fort pour nous faire peur dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas quand on fait sa transition alimentaire. Là, après la purge, on se sent bien, on a juste envie de manger des choses légères et vivantes, alors que 24 heures auparavant, on avait envie de manger les pires poisons qui existent. Donc là, on vit l'expérience qu'en fait, quand on nettoie notre lymphe avec les purges, eh bien, nos envies alimentaires changent. Et donc que nos envies alimentaires sont liées à nos humeurs. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que tu dis et c'est là que ça fait réaliser vraiment que le terme humeur vient vraiment de là, de ce liquide qui s'appelle les humeurs et quand on disait on est de bonne ou de mauvaise humeur, finalement ça vient de là quoi. C'est vraiment intéressant. Donc nettoyer les humeurs, tu parlais des chimpanzés tout à l'heure qui ont plus d'acidité du coup et qui sont beaucoup plus nerveux que les autres. Effectivement, ils sont plus de mauvaise humeur directement. Exactement, voilà. Voilà. Leur sang est acidifié, donc leur comportement est modifié, ils sont plus colériques, et donc voilà, ça entraîne des comportements guerriers, exactement comme pour l'espèce humaine. Alors, juste, il y a deux petites... Ah, excuse-moi, non, vas-y, continue. Je voulais juste rajouter quelque chose, il y a une personne qui avait posé une question sur la B12, et donc ce qu'on observe aussi par rapport à la B12, c'est qu'en fait, il y a de plus en plus de personnes qui sont omnivores et qui sont carencées en B12. Et il faut savoir que les animaux d'élevage, parce qu'ils ne mangent plus l'herbe qui pousse sur le sol, parce qu'il y en a beaucoup qui sont élevés avec des farines animales, dans des entrepôts, qui ne voient pas le soleil ni rien. En fait, tous ces animaux sont carencés en B12. Et il y a je ne sais plus si, je crois que c'était des milliers, voire des millions de tonnes, je ne me rappelle plus exactement, de B12 qui sont fabriqués de manière chimique dans le monde pour l'élevage industriel. Et donc, en fait, la B12 que les gens consomment par la viande, sauf si c'est des animaux qu'ils ont élevés eux-mêmes, ou voilà, de manière traditionnelle, bien à ce moment-là, ils consomment de la B12 d'origine chimique. Et même quelqu'un qui aurait peur en étant vegan et qui va consommer de la B12 chimique, probablement que 99% ou 95% de cette B12 va directement aller dans les toilettes et absolument rien qui nous dit que les 5% restants vont être assimilés. Parce qu'il y a une grande différence entre consommer des minéraux, des oligo-éléments ou des molécules chimiques, des protéines, etc., et le fait de les assimiler. Et c'est là la magie des plantes, c'est qu'en fait, elles ont la capacité de nous faire absorber tous ces minéraux, toutes ces enzymes, parce qu'elles sont dans un contexte bien particulier, dans un organe, dans un milieu vivant qui est la plante. Alors que quand on consomme ces molécules, comme par exemple les eaux minérales, en fait, le corps, il n'est pas du tout capable de retirer ces minéraux et d'en profiter. Ce qui fait qu'en fait, les eaux minérales, le corps, c'est juste un travail supplémentaire pour les reins pour filtrer tout ça. Et donc, pour les plantes, c'est vraiment ça. Les plantes, elles nous permettent d'absorber, de fixer tous ces minéraux. Et c'est pour ça qu'en cas de carence, que ce soit la B12 ou autre chose, en nettoyant le corps et en consommant des aliments vivants, les carences partent également.
Mmh. C'est marrant, tu viens de répondre à la question de Virginie, qui a été posée. Doit-on alors penser que ce type d'alimentation ne provoque aucune carence vitaminique, minéraux? Et effectivement, comme tu le dis, il y a tout simplement une meilleure assimilation de ces minéraux, heu, parce que globalement, on peut manger, de la viande rien que, voilà, au niveau des vitamines et tout ça, tout ce qui va être, assimilé par le corps va être beaucoup plus faible. Tu parlais de l'eau minérale, c'est la même chose. Et tu disais aussi Mhm. tout à l'heure qu'un végan qui mange que des frites, bah, ce qu'il va assimiler derrière en termes de minéraux et tout ça, il peut être carencé. Donc effectivement, c'est pour ça Exactement. que tu parles vraiment de l'alimentation vivante, qui n'est pas cuite, hein, en gros, hein. Et on va passer bientôt, parce qu'on arrive déjà aux 3 quarts d'heure, on va passer bientôt au jeûne et à la purge. Mais il y avait Mhm. une question de Séverine, qui a été posée: «Pour commencer à manger cru, il est préférable de manger des fruits et des légumes à l'état brut ou de faire de la cuisine et des jus?» Effectivement, l'idéal, c'est de manger à l'état brut, hein, comme si on était dans notre milieu naturel. Seulement, quand on a des décennies d'alimentation cuite derrière nous, bah, nos intestins, ils ont perdu l'habitude de digérer autant de fibres. Souvent, la flore intestinale qui est là pour nous permettre d'assimiler la nourriture et de produire de la B12, par exemple, ou d'autres protéines, d'autres enzymes, elle est absente temporairement. Et donc, si on essaye de manger brut, en fait, on ne va pas y arriver, ça va nous rendre malades, on va avoir des problèmes de digestion. Et donc, on va considérer que c'est pas bon pour nous, ce qui serait bien dommage. Donc là, eh bien, on peut utiliser un peu de technologie, hein. C'est pas parce qu'on mange vivant qu'on doit être en guerre contre toute forme de technologie. Et donc là, on peut utiliser le blender pour faire des smoothies, donc de la Mmh. cuisine, hein. Ça permet de digérer plus facilement les fruits. Sinon, l'autre chose qui est vraiment fabuleuse pour tous les intestins fragiles et irrités, ce sont les jus de légumes parce que ça va permettre aux personnes de consommer l'équivalent de kilos de légumes que jamais elles pourraient manger en une journée. Et là, en les buvant sous forme de jus, non seulement elles vont en assimiler 2 fois plus que si elles les mangeaient, et en plus, il n'y aura aucun travail digestif, et ce qui fait qu'il n'y aura pas de fatigue, de problèmes ou de douleur au niveau intestinal. Et puis surtout, les fibres insolubles qui restent dans les jus de légumes, eh bien, elles vont progressivement commencer de réensemencer, de donner de la bonne nourriture à la flore intestinale, et ça va permettre au corps par la suite de pouvoir consommer des fruits et des légumes bruts sans problème. Mmh. Et une question aussi de Jeff qui demande, «Bonsoir, merci beaucoup, très intéressant. Si le besoin de manger chaud se fait ressentir, peut-on utiliser par exemple le vitaliseur de Marion, c'est moins pire?» Alors, on peut utiliser le vitaliseur, c'est un mauvais terme parce qu'en fait, ça cuit les aliments, donc ça ne peut pas C'est les ça, hein? vitaliser, hein, voilà. Donc là, j'ai envie de dire, c'est un terme commercial, marketing, voilà, que je trouve pas approprié, mais c'est un outil qui est bien en transition alimentaire parce que plutôt que de se fixer 100% cru et de pas y arriver, de consommer à nouveau Mmh. du pain, ben, il vaut mieux cuire un petit peu ces aliments avec un vitaliseur ou la cuisson vapeur en transition, puis à en avoir un certain pourcentage dans son alimentation, et puis progressivement diminuer les doses, voire arrêter, ou si ça nous convient bien, en consommer juste une petite part comme ça. Mais assez vite, quand le corps reprend de l'énergie et qu'il remet à être capable de digérer des fruits et des légumes crus, on aura de toute manière plus envie en fait de faire cuire ces aliments, même un tout petit peu. Et, Mmh. euh, et je ne sais plus s'il y avait autre chose dans la question. Oui, Oui. par rapport au besoin de manger chaud, voilà. Donc ça, c'est absolument pas incompatible avec le fait de manger cru, parce que on peut très bien utiliser un blender, par exemple, hein. On met ses légumes, par exemple du brocoli avec un petit peu de beurre de coco ou un avocat, quelque chose de salé comme le tamari. On met de l'eau chaude dessus, on mixe, et là on a une soupe chaude crue qui est très bonne. Mmh. Voilà. Ou sinon, on peut se faire une boisson avec des oléagineux, par exemple. On se fait un lait végétal, on met des amandes, une poignée de fruits séchés, on mixe ça, on filtre. Et là, derrière, on a un lait végétal sucré qui peut être chaud, très bien l'hiver. Et voilà, donc le fait de manger cru n'est pas du tout un problème pour manger chaud. Et puis, ce que vous allez observer aussi, c'est qu'avec les mois et les années de pratique d'alimentation vivante, ben, en fait, votre corps il va être de moins en moins frileux, surtout si vous pratiquez l'hormèse à côté. Ce qui fait que moi, même l'hiver,
cet hiver-là en tout cas, je consomme quasiment peu de boissons chaudes, comme je viens de le préciser avant, alors que les hivers précédents, j'en consommais régulièrement, quasiment tous les jours. Parce que le corps, bah, il est de moins en moins frileux et donc on ressent moins le besoin de consommer des aliments chauds. Voilà. Le corps, il produit sa chaleur de manière beaucoup plus optimale et bien souvent, il y a le confort qui fait qu'on n'est pas plus habitué à être confronté au froid, donc on cherche de la chaleur de manière externe avec le chauffage ou avec des boissons. Et puis aussi le fait que toutes ces cols résidus de féculents et de produits laitiers, eh bien, ils vont empêcher la circulation sanguine de se faire de manière optimale, surtout au niveau des capillaires, puisque c'est vraiment des réseaux très fins où il y a juste un globule rouge, pas après globule rouge qui circule là-dedans. Et quand il y a des cols qui viennent obstruer ces canaux, eh bien, le sang circule moins bien et donc on se réchauffe moins bien aussi. Hmm. Puis après, il y a différentes pratiques, donc justement liées à l'hygiénisme, comme tu disais, l'hormèse, qui vont permettre de restimuler ce système nerveux autonome qui va être en mesure de créer de la chaleur. Donc tu parlais des bains froids, même le jeûne intermittent, mais le jeûne sec, par exemple, qui va aussi permettre de restimuler, de brûler certaines graisses, notamment pour hydrater le corps et pour le réchauffer. Mm. On va arriver justement au jeûne. Il y avait une question de Jeff. Euh, alors, je la retrouve tout de suite. Alors voilà. Salut Romain et Florian. Si à partir de demain, je mange que des fruits en faisant un jeûne intermittent pendant un an, que se passe-t-il? Donc, on arrive au jeûne justement. Alors là, si tu fais ça, je connais pas ton parcours de vie auparavant, mais je dirais pour 99,9% de la population, si jamais tu fais ça du jour au lendemain, tu vas faire de grosses crises de détox. Et j'ai envie de dire que c'est assez peu probable que tu réussisses, c'est-à-dire que tes humeurs vont se charger et tu vas vite avoir des envies obsédantes de tes anciens aliments cuits préférés. Et donc, là, même si on a un mental qui est fort, hein, pendant un certain temps, on peut tenir, mais au bout d'un moment, quand les humeurs sont vraiment trop chargées, ça devient quelque chose d'obsessionnel. Et au bout d'un moment, on craque. Et il y a des personnes qui ne vont pas craquer parce que ça ne va pas les travailler, mais elles vont faire des grosses détox. Il y en a qui, par exemple, qui peuvent perdre leurs cheveux, leurs dents. Il y en a même aussi qui peuvent développer un cancer parce que la détox est vraiment trop forte et le corps est complètement saturé et il n'arrive plus à gérer, il est débordé. Voilà. Et un cancer, c'est ça, hein, c'est quand le corps il n'arrive plus à faire sortir les poisons, bah, il fait un tas dans un coin, là où il peut, et bah, c'est ce tas-là qu'on appelle un cancer. C'est pour ça, et c'est aussi la philosophie de vie de l'alimentation vivante, de l'hygiénisme, c'est qu'on ne fait pas les choses en force, on ne fait pas les choses de manière brutale. On se fixe un idéal élevé, qui est par exemple de manger un maximum, un plus grand pourcentage possible vivant. Mais on va pas faire les choses n'importe comment, on va pas faire les choses de manière brutale, et on va y aller progressivement, étape par étape. Voilà. Et donc déjà, avant de se dire demain j'arrête tout, on peut le faire, hein, j'en connais plein qui l'ont fait. C'est ce que j'ai fait aussi. Par contre, on passe par plein de choses, plein de moments difficiles, et c'est pas forcément ce qui est adapté pour tout le monde. Donc si on se sent de le faire, effectivement, on peut faire table rase. Du jour au lendemain, on change tout. Mais on n'est pas du tout obligé de faire ça pour réussir et on peut faire les choses progressivement, diminuer les quantités de produits animaux, d'aliments cuits et progressivement aller se rapprocher du 100% vivant. Voilà. Et quand ça bloque, quand on sent qu'on n'arrive plus à progresser dans son évolution vers un maximum d'aliments vivants, et ben là on a des outils comme les purges, comme le jeûne. Voilà. Mais un jeûne sans purge, ça ne va pas fonctionner non plus. D'accord. Donc, bah, très intéressant. Bah là, justement, on parle de jeûne. Donc, quels sont les bienfaits du jeûne? Alors, les bienfaits du jeûne sont vraiment multiples. C'est vraiment un cadeau de la nature parce que ça permet de se nettoyer sur tous les plans. Déjà, il y a un repos digestif pour le corps, c'est-à-dire que tous les organes liés à la digestion peuvent se reposer, se régénérer. Et puis, on considère que l'activité de digestion consomme 30 à 50% de l'énergie du corps. Donc, quand on jeûne, en fait, on redonne beaucoup d'énergie au corps.
Et là, pourtant, les gens, c'est pas l'expérience qu'ils font en général quand ils jeûnent, hein. En règle générale, ils se sentent plutôt fatigués, ils se sentent plutôt mal, et ils ont tous sauf l'impression de déborder d'énergie. Mm. C'est tout simplement que l'énergie, elle a du mal à circuler dans notre corps parce qu'il y a des blocages. Alors, il y a des blocages qui sont liés, comme on disait, aux féculents, aux résidus de féculents, qui a toutes ces colles, ben, elles empêchent les éliminations de se faire, et donc ces blocages-là entraînent des sensations désagréables. Donc, on peut avoir des vertiges, des maux de crâne, des douleurs au niveau de l'estomac, de l'intestin. On peut avoir des crises, des boutons sur la peau qui reviennent, voilà, parce que le corps élimine un maximum de choses, on lui donne beaucoup d'énergie au corps, et donc il utilise cette énergie pour faire ses nettoyages. Et ces nettoyages-là, ils demandent beaucoup d'énergie au corps, c'est pour ça qu'on se sent parfois fatigué pendant un jeûne, et quand on se sent mal, c'est tout simplement que ces éliminations ont du mal à se faire, à cause de ces résidus de féculents et de produits laitiers qui encombrent les émonctoires, le foie, le rein, etc. Mm. Donc ça, c'est ce qui se passe au niveau biologique. Et puis là, si on prend des plantes ou des purges, on aide les éliminations à faire. Donc tout d'un coup, le jeûne se passe beaucoup plus facilement et on tire surtout beaucoup plus d'effets bénéfiques au niveau du nettoyage pour le corps. Donc ça, c'est au niveau biologique, physiologique. Ensuite, au niveau mental, ben, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'on n'a plus le corps, comme il a moins d'énergie pour faire des choses secondaires. Il utilise cette énergie pour faire des choses vitales, l'énergie qu'il a. Donc, il y a tout un tas de pensées parasites, de schémas, d'habitudes mentales qui ne vont plus être alimentées par du sucre, par des aliments excitants, et qui vont retomber. Ce qui fait que ça va être bien pour sortir, par exemple, d'un état de cogitation ou de rumination. Sinon, ce qui se passe, c'est que ça permet aussi au niveau émotionnel de se regarder en face et de voir vraiment où on en est. Parce que la digestion, elle agit comme une sorte un petit peu de doudou, de réconfort émotionnel. Et la digestion, elle, j'ai envie de dire, c'est un petit peu comme un bruit de fond, comme une musique de fond dans une pièce. Voilà. On entend... ça cache un petit peu ça cache un petit peu nos émotions refoulées, mais qui sont pourtant bien là. Et quand on arrête de manger, ben, ce bruit de fond s'arrête. Et tout d'un coup, on entend la petite musique qui est diffusée par notre corps et qu'on n'entendait plus avec ce bruit de fond de la digestion. Et donc là, par exemple, si on est dans un état de stress ou un état de tristesse ou de colère, enfin voilà, bref. Mm. Là, on ne peut plus ne pas le voir parce qu'il n'y a plus rien pour étouffer ce bruit-là. Et donc, on est face à face avec son propre état émotionnel. Mm. Et là encore, on a l'impression que le jeûne, alors il va nous fatiguer parce que les éliminations se font difficilement. On va être dans des états émotionnels parfois difficiles à vivre parce que ça fait aussi un nettoyage à ce niveau-là. Et donc là, on considère que le jeûne, décidément, c'est quelque chose qui nous fatigue, voilà, sur tous les plans. Alors qu'en fait, c'est quand on jeûne qu'on est dans un état d'énergie le plus élevé. Mais pour pouvoir bénéficier de cet état d'énergie élevé, il faut que les énergies puissent circuler dans le corps. Donc que les éliminations se fassent bien, et puis qu'au niveau émotionnel, au niveau énergétique, il n'y ait pas de blocage non plus. Sinon, l'énergie du corps, elle va dans des processus, elle va infiltrer, nourrir de la tristesse, par exemple, et on ne se sent pas bien. Alors que si jamais, au niveau mental, on a déjà fait ces nettoyages auparavant, ben, cette énergie-là, elle va pouvoir circuler librement et manifester de l'énergie, de la joie, du bien-être. Et c'est tout l'intérêt de faire des jeûnes, surtout au début, de faire des jeûnes actifs, en pratiquant de la marche, par exemple, parce que ça va aider le corps dans ses éliminations, le fait de respirer, de faire travailler les muscles, d'oxygéner le corps, d'aider à faire circuler le sang et la lymphe par les mouvements. Tout ça fait que les éliminations au niveau biologique se font mieux. Au niveau mental aussi, on se sent mieux parce qu'on est oxygéné. Si on fait ça en groupe et dans la nature, ça nous apporte plein de choses positives. Et donc tout d'un coup, les énergies du corps, pourtant bien qu'on en utilise énormément, qu'elles soient mobilisées pour faire de la marche, eh bien, on se sent plein de vie, plein d'énergie. Et là, le jeûne peut devenir une vraiment très belle expérience. Ça peut aussi être une très belle expérience quand on est au repos, mais pour beaucoup de personnes, parce que
elles ont des habitudes alimentaires avec du cuit, font que le jeûne au repos va en général être désagréable. Donc moi, mes conseils et mon expérience, hein, il n'y a pas de règle absolue, c'est chacun expérimente et se dirige là où ça lui convient le mieux. Mais l'idéal pour moi, c'est vraiment de purger avant un jeûne pour préparer le corps, qu'il soit prêt à accueillir tous ces poisons qui vont remonter et que ça se passe dans de meilleures conditions possibles. Faire une activité physique en groupe dans la nature pour être nourri sur tous les plans, aider le corps à s'oxygéner et éliminer. Et à la fin du jeûne, refaire une purge pour éliminer, pour nettoyer cette lymphe qui s'est chargée pendant toute la durée du jeûne. Et ainsi, on fait une reprise alimentaire qui va être beaucoup plus douce, naturelle, alors qu'en général, une reprise alimentaire, si on ne fait pas de purge à l'issue du jeûne, c'est quasiment toujours une catastrophe, c'est-à-dire que pendant peut-être 1 ou 2 jours, on maîtrise un petit peu comme il faut, et après, on se goinfre. Moi, je l'ai fait plein de fois quand je ne connaissais pas les purges. J'en connais plein d'autres aussi qui sont dans ce cas-là, ce qui fait que les bénéfices du jeûne sont limités, puisque pendant une semaine, par exemple, on s'est nettoyé le corps, et puis derrière, on reprend des habitudes alimentaires de manière compulsive, et là, en général, on vit ça comme un échec, quoi, à la fois pour le corps et aussi pour le mental. Ouais. Donc il y a différents types de jeûnes. Donc là tu parlais du jeûne actif justement pour donc un jeûne où on va être en mouvement. Globalement, ça va aider notamment à décoller les cols éventuellement présentes. Il y a le jeûne donc hygiéniste qui est un jeûne plutôt alité, au repos, donc qui est très porté aussi sur l'introspection. Parmi les différents types de jeûnes, le jeûne intermittent, donc le jeûne de courte durée, donc avec une fenêtre suffisante, un nombre d'heures à partir de 12 heures, mais bon, pour bénéficier pleinement, au moins 16 heures sans manger. Donc, il y a le jeûne hydrique et le jeûne sec. Le jeûne hydrique avec l'eau et le jeûne sec sans eau. Donc chacun a ses bienfaits. Et là, donc, tu parles de la purge. Je crois pour les gens qui découvrent la purge, je crois qu'on va quand même introduire tout de suite la purge, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur la purge. Donc les deux, pour toi, donc, sont vraiment à combiner, comme tu disais, pour éviter après un jeûne de retourner dans ses travers. Donc la purge va vraiment aider là où on plafonne, où on n'arrive pas à aller jusqu'au bout du nettoyage. Elle va aider à ce niveau-là. Donc tu peux nous parler, s'il te plaît, des différents types de purge. Qu'est-ce que la purge? Alors, il y a 2 types de purges. Il y a les purges salines qui vont aider le corps à faire sortir les acides, donc tous les résidus de consommation de viande et aussi la consommation des sucres raffinés qui sont acidifiants. Et puis, les purges huileuses qui, elles, vont permettre de décoller, de faire sortir les cols, donc ces résidus de féculents et de produits laitiers. Donc, quand on parle de purge, c'est pas, ça va donner la diarrhée concrètement, hein, pour la plupart des purges. Donc, ça va vider les intestins. Mais c'est pas le critère pour une purge parce qu'il y a d'autres substances comme le chlorure de magnésium qui est un stimulant du système immunitaire et qui donne une diarrhée aussi. Mais on ne le considère pas comme une purge. Ce qu'on va appeler une purge, c'est vraiment un produit d'origine minérale végétale qui va nettoyer la lymphe, cette lymphe circulante qui est là pour nettoyer tout le corps, et qui va soit nettoyer les acides, soit les cols. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des purges. Donc, dans les purges salines, il y en a 3 qu'on utilise le plus couramment, qui est le sulfate de magnésium, la magnésie sans pellegrino et le chlorumagène. Et donc ces 3 purges-là, elles vont vraiment aller aider le corps à nettoyer les acides. Elles ont chacune leur spécificité, mais je ne pense pas qu'on rentrera dans les détails pour cette visio-là. Et puis d'un autre côté, donc les purges huileuses qui pourraient se faire avec n'importe quelle huile, parce que les huiles ont la propriété d'aller décoller les cols. Hein. C'est pour ça que si on consomme beaucoup d'huile, par exemple, ça peut donner la diarrhée. Et on considère qu'en fait, on a tellement consommé d'huile que l'huile, elle n'a pas été toute absorbée et elle ressort par les selles. Alors que pas du tout. Parce que l'huile, notre tube digestif absorbe absolument toutes les matières grasses et nos selles sont absolument dépourvues de lipides. Voilà. Et donc, en fait, quand on consomme beaucoup d'huile, s'il y a une diarrhée derrière, tout simplement que ça nous a fait une purge et ça a fait sortir des cols. Et si on fait ses besoins en extérieur et qu'on observe ce qui s'est passé après une purge avec une huile,
eh bien, on voit ces mucus qui ressortent. Et là, on se dit effectivement, ce ne sont pas que des mots, pas qu'une théorie en l'air, comme D'accord. ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut vérifier. Ça, c'est très important de pouvoir vérifier toutes ces théories. Et alors, l'huile qu'on utilise le plus en naturopathie, pour les purges, ça va être l'huile de ricin, parce que c'est une huile qui est extrêmement efficace, qui est très grasse, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en consommer beaucoup pour faire sortir des cols. Quelques cuillères à soupe, ça suffit pour faire effet. Alors que si jamais on voulait obtenir les mêmes effets avec de l'huile d'olive, eh bien, il faudrait des quantités beaucoup plus importantes, ce qui ne serait pas l'idéal à consommer, parce qu'à force de prendre des purges avec des huiles, le corps mémorise la texture, l'odeur de l'huile, et on a du mal à l'avaler. Hmm. Et donc, il vaut mieux que cette huile soit la plus efficace possible et qu'on en ait le moins possible à consommer. Voilà. Et donc, le protocole pour les purges salines, ça va être un jeûne hydrique 6 heures avant la purge et ensuite un jeûne hydrique de 12 heures après la purge. Et pour les purges huileuses, ça va être 6 heures de jeûne sec, donc on ne boit pas, sinon la purge ne fait pas effet. 6 heures de jeûne sec avant la prise d'huile de ricin, puis 12 heures de jeûne sec après. Voilà. Mais quand on veut faire des purges, c'est important de consulter d'abord des naturopathes Hmm. qui ont l'habitude de purger, qui purgent eux-mêmes. Ceux qui ne purgent pas eux-mêmes ne les connaissent pas, donc ils ne sont pas à même à vous conseiller. Hein. Ils vont simplement vous dire, la plupart, qu'il faut faire attention. Donc effectivement, il ne faut pas faire n'importe quoi. Ce n'est pas pour ça qu'il faut en avoir peur. Ce sont des outils extrêmement efficaces et ce serait dommage de s'en priver. Mais il faut, la santé, ça s'apprend, l'utilisation des purges également. Et donc, pour commencer, on fait appel à un naturopathe qui s'y connaît, qui vous expliquera la fréquence, la quantité et toutes les différentes manières de les prendre pour que vous puissiez le faire sur du long terme et que ce ne soit pas quelque chose que vous fassiez ponctuellement, ce qui n'aurait pas vraiment d'intérêt. Hmm. Bien sûr. Bien sûr, là, donc il y a des personnes qui demandent effectivement comment le prendre. Donc là, tu as donné une idée d'un protocole, mais c'est très important, là, tu viens de le préciser, de voir un naturopathe qui s'y connaît, qui le pratique lui-même. Voilà, ne commencez pas dès demain à vous dire, ah, je vais me prendre une bouteille d'huile de ricin et je vais me faire une purge. Voilà, il y a quand même un protocole à respecter, hein, au minimum. Très Euh, important. Très important. Et effectivement, donc, et la question de Laetitia qui est là, est-ce qu'on peut jeûner et faire une purge en même temps? Donc, tu viens de le dire, ce qui est bien, c'est de précéder la purge d'une période de jeûne et, ou même de purger avant le jeûne. Voilà, on commence le jeûne par la purge Hmm. et en général, c'est tout à fait opportun de purger tous les 3 ou 4 jours pendant le jeûne. Voilà. D'accord. Jusqu'à la fin. Et on termine bien le dernier jour. C'est une purge. On peut même faire des purges plusieurs jours de suite. Hein. On attend Hmm. 24 heures entre deux purges. Ça augmente l'efficacité, ça permet d'aller chercher plus loin. Et si vous faites ça, vous verrez que vous allez rentrer dans le jeûne beaucoup plus facilement. Le fait de jeûner va être beaucoup plus facile et agréable. Et derrière, quand vous allez reprendre l'alimentation, ça va se faire de manière douce, naturelle et sans passer par des comportements de compulsion. Hmm. Il y a une phrase très intéressante d'Irène Grosjean, hein, que tu as rencontrée d'ailleurs, je la mets à l'écran, et qui dit, hein, donc dans les textes anciens, on parle de pour passer de l'enfer au paradis, il faut passer par le purgatoire, alors purgeons. Effectivement, rien n'est laissé au hasard dans ces phrases. Effectivement, le mot purgatoire là-dessus veut aussi dire passons par ce nettoyage, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, les purges, hein, c'est aussi vieux que les espèces animales. Hein. C'est-à-dire que les chimpanzés, qui sont les animaux les plus proches de nous génétiquement, utilisent des purges, hein, ils utilisent des plantes qui leur donnent la diarrhée. Eux, ils les utilisent surtout pour faire sortir des vers, voilà, quand ils sentent qu'ils ont besoin d'un rééquilibrage au niveau intestinal. Et puis, ce qui est important aussi de savoir, c'est que au Moyen Âge, il y avait pas de médicaments chimiques. Hein. On Hmm. n'utilisait que des plantes. Et ben, dans les pharmacies, c'est Irène Grosjean qui raconte ça. Hein. Je ne suis pas allé vérifier, mais apparemment, il existait une centaine de purges différentes qu'on pouvait se procurer en pharmacie. Donc, c'est quelque chose d'ancestral, le fait d'utiliser des purges pour nettoyer le corps. Et ce n'est pas certainement pas un hasard, effectivement, comme le dit Irène, si pour passer de l'enfer au paradis, on dit qu'il faut passer par le purgatoire. C'est pas un hasard si le mot purge fait justement cet effet-là. Voilà. Quand on se sent mal,
C'est parce que nos humeurs sont encombrées, sont sales. Donc on nettoie ces humeurs avec des purges, avec un jeûne. Et derrière, eh bien, on atteint un état de bien-être et d'énergie supérieur à l'état où on était auparavant. Et donc voilà, on passe de l'enfer au paradis Hein, progressivement. on peut préciser hein, que quand une personne justement souffre de dépression, passer par justement le jeûne et la purge va vraiment aider à enlever toutes ces idées noires qu'il y a derrière, qui sont liées justement à Voilà. ces humeurs. Voilà, les dépressions, ce sont un excès de colle qui viennent se fixer dans le cerveau, qui modifient le fonctionnement des neurones. Et donc là, c'est très important d'arrêter de consommer des féculents, d'utiliser de l'huile de ricin pour faire sortir ces cols et de consommer beaucoup de jus vert parce que les jus verts font par un système de ricochet, de réaction chimique, elles sont source produisent de la sérotonine dans le corps humain qui permet de se sentir mieux. Donc les jus verts, c'est excellent pour être de bonne humeur ou pour sortir d'une dépression ou pour arrêter une addiction comme le tabac, par exemple. On crée un antidépresseur naturel. Exactement. Ouais. Une question, il faut jeûner et purger pendant combien de jours? Alors juste comme ça, voilà, ça va dépendre vraiment des personnes. Et au début, j'imagine, ouais, tu vas nous répondre à cette question. On va purger un peu plus au début, et puis tout en maintenant la purge sur le long terme, on le fera de manière un peu moins régulière, Voilà, il y a un peu pas moins vraiment fréquente, je veux de, dire. il y a pas de, vraiment de règles puisque c'est propre au vécu, à l'expérience aux antécédents de chacun. Mais en règle générale, c'est assez souvent que quand on fait sa transition alimentaire, ça va être une purge par semaine. Hmm. Ça peut même être des fois un peu plus fréquent pendant quelques mois, pendant un an ou un petit peu plus. Et puis après, ça s'espace jusqu'à devenir. Moi, j'ai pas l'expérience sur 10 ans, puisque là, pour l'instant, ça fait 2 ans et demi que je fais des nettoyages, 6 ans que je mange vivant. Et donc là, au bout de 2 ans et demi de nettoyage avec des purges, j'en suis à peu près à une double. J'en fais 2 jours de suite, une fois par mois. Voilà. Hmm. Alors, il y avait une personne, alors j'essaie de retrouver tout à l'heure la question, qui disait, a-t-on besoin de se complémenter en protéines végétales ou dans le cadre du sport, par exemple, de la musculation, parce qu'on dit qu'il faut, par exemple, un minimum de 80 grammes de protéines. Alors, c'est ce qu'elle disait, j'essaie de retrouver, voilà, ça j'ai retrouvé son commentaire, c'est Karim. A-t-on besoin de se complémenter en protéines végétales en poudre dans le cadre du sport, musculation, et pour atteindre, par exemple, 80 grammes de protéines par jour, ou est-ce un mythe? Alors, je connais plusieurs sportifs qui mangent uniquement des fruits. Je pense à Myriam et Jackie Boisset qui sont champions du monde de raid. Je suis allé les rencontrer en septembre dernier. Ce ne sont pas les seuls qu'on trouve sur Internet. Hein. Je n'ai pas d'autres noms en tête. Mais voilà, j'en connais personnellement qui mangent que des fruits et qui ont vraiment des muscles développés qui leur permet vraiment d'être performants dans leur discipline. Alors après, si on veut juste une musculation naturelle, voilà, on peut très bien l'obtenir en mangeant que des fruits. Hmm. Par contre, si jamais on veut des muscles comme en bodybuilding, il y en a aussi qui le font avec le végétal. Hmm. Donc, ils vont consommer beaucoup de graines germées Hmm. parce que c'est 40 fois, à poids égal, les graines germées sont 40 fois plus riches en protéines que la viande. Hein. Donc, Ouais. aucun problème avec le végétal, mais il va falloir manger des végétaux comme les graines germées, comme le chanvre, des oléagineux qui sont très riches en protéines. Donc ça, c'est tout à fait possible, mais je dirais que c'est pas ce que je vais recommander. Le principe de l'hygiénisme, c'est d'être vraiment Oui, bien bien sûr. dans sa peau. C'est pas pour ça qu'il faut pas faire de sport tous les jours, hein, mais naturellement, on va se diriger vers les aliments dont on a besoin sans avoir à se forcer et à se donner des règles, des proportions, etc. Simplement nos envies alimentaires, parce que c'est vivant, notre corps sait de ce dont il a besoin et va nous diriger vers les aliments dont on a besoin. Donc c'est pour ça que pour avoir des muscles, il n'y a pas besoin de manger, d'avoir des menus types spécifiques. Par contre, il y a deux types de réalités, comme je disais toujours, un corps qui est propre et un autre qui ne l'est pas. Enfin, je caricature un petit peu parce qu'il n'y a personne qui est complètement propre. Mais par exemple, des personnes qui sont très acidifiées vont avoir du mal à prendre du muscle parce que justement, leurs cellules vivent moins longtemps à cause de cette acidité qui ronge les tissus.
D'accord. Et donc, ces personnes-là, elles ont du mal à prendre du poids, elles ont du mal à prendre du muscle. Voilà. Alors que si on résout ce problème d'acidification en changeant d'alimentation, donc en arrêtant les produits laitiers, la viande et le sucre raffiné, et qu'on utilise des purges pour faire sortir cette acidité, eh bien, à ce moment-là, les cellules des personnes vont vivre plus longtemps, et donc elles vont avoir besoin de moins manger, et à protéines égales, à quantité de protéines égale, elles vont prendre plus de muscles. Voilà, tout simplement parce qu'on a résolu ce problème d'acidité qui faisait que le corps il tournait un petit peu en sur-régime et que les personnes elles n'arrivaient pas à prendre de la masse musculaire. Il y a un Donc documentaire c'est très... pour ça Ah, excuse-moi, je continue. Excuse-moi. C'est pour ça que c'est difficile de dire les choses se passent comme ça parce que ça dépend de tous ces poisons qui encombrent notre corps et qui font qu'on ne réagit pas tous de la même manière, mais la logique derrière, elle est la même pour tout le monde. Les lois du vivant sont universelles et sont les mêmes. Bien sûr, bon, même si on n'est pas forcément juste dans l'alimentation vivante, hein, pour ceux que ça intéresse par rapport au sport, il y a un documentaire intéressant sur Netflix qui s'appelle Game Changer. D'ailleurs, avec Arnold Schwarzenegger et James Cameron qui l'ont réalisé. Et on peut voir que notamment l'homme le plus fort au monde, hein, au niveau du porté de poids est totalement vegan. Après, voilà, effectivement, il y a une différence entre être vegan et avoir une pratique hygiéniste liée à l'alimentation vivante. Mais on peut voir que des champions comme Novak Djokovic, par exemple, lui est très porté justement sur une alimentation à base de plantes parce qu'il a remarqué notamment qu'il avait une meilleure récupération physique après l'entraînement. On voit énormément de sportifs, des personnes qui atteignent la quarantaine et qui reviennent au très haut niveau grâce à ça. Même Lionel Messi qui a des périodes d'alimentation à base de plantes, encore une fois. Et donc là, par rapport à tout ce que nous dit Florian, c'est vrai que dès qu'on va dans une alimentation vivante à part égale, on arrive à tirer des nutriments, encore beaucoup plus de nutriments du moins, de vitamines, d'oligo-éléments, à partir de tout ça. Parce que c'est vrai que là, globalement, l'alimentation moderne, c'est basé sur le schéma protéines, glucides, lipides, et on a complètement délaissé tout ce qui était vitamines, oligo-éléments. Les enzymes aussi, Les très enzymes, importantes. très importantes, exactement. Voilà. Sont très pauvres dans le carnet. Alors, il y a une personne qui dit: je vois sur internet que l'huile de ricin est utilisée pour les cheveux, barbe et ongles, mais peut-on la boire comme ça ou c'est une huile de ricin différente? Alors, on ne trouve pas d'huile de ricin où c'est marqué pour la consommation comestible, tout simplement parce qu'ils n'ont pas le droit. Donc, celle que l'on trouve est toujours indiquée comme étant à usage cosmétique. Et c'est pourtant celle-ci que l'on consomme. Ce qui est bien, c'est de la prendre bio. Tout ce qui va être sous forme d'huile, c'est important de le prendre bio. Il y a un site, par exemple, comme Aromazone ou Vida Ayurveda, qui sont situés en Belgique, qui proposent le litre d'huile de ricin pour pas très cher et qui est de très bonne qualité parce que si vous la prenez au magasin bio, évidemment elle est de bonne qualité, mais le petit flacon est extrêmement cher. Et comme c'est une huile que vous allez, si vous faites une transition alimentaire de vie, que vous allez consommer régulièrement, ce serait dommage de vous freiner simplement pour des raisons financières alors que vous pouvez la trouver bon marché ailleurs. Une petite question de Zacharia. Lorsque vous mangez des fruits, figues par exemple, est-ce que vous y trouvez des vers de fruits? Que faites-vous? Le consommez-vous toujours ou non? Merci d'avance. Donc là, je vérifie jamais s'il y a des vers. J'en mange certainement souvent parce que j'aime bien les fruits quand ils sont presque un peu trop mûrs. Donc, et c'est souvent quand, si je les cueille sur l'arbre, en tout cas où ils sont verrés. Donc des vers, je dois en consommer, je pense, pas mal. Et voilà, il ne faut pas du tout s'inquiéter par rapport à ça, 100% végétal cru. Voilà, faut faire de manière simple et pragmatique. Les primates consomment aussi quelques vers dans la nature, donc c'est tout à fait naturel. Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Je ne pense pas, hein. C'est une possibilité que la nature a réservée au monde animal que de pouvoir consommer des choses qui sont un petit peu différentes de leur régime alimentaire de base pour pouvoir s'adapter dans des périodes difficiles. Mais voilà, j'ai aucun problème par rapport à ça. Et d'ailleurs, je ne suis moi-même pas vegan puisque je consomme du miel. Et voilà, c'est un aliment que je considère bon pour la santé également.
Oui. Et oui, en tout cas, on peut se dire aussi que s'il y a des vers dedans, le fruit est bon. Parce que c'est vrai que les vers ne vont pas forcément aller vers les fruits. Tous les fruits, en général, quand ils sont tout beaux, tout propres, voilà, on peut se poser la question là-dessus. Et on va prendre les dernières questions et puis on va passer à la présentation de tes formations, du trek et tout ça. Il y a Kevin qui parlait de la B12. Alors, encore la B12 est-elle nécessaire s'il y a des personnes praniques qui ne mangent pas? Alors, les personnes praniques, ça fait référence, j'imagine, au respirianisme, j'imagine, hein, d'après sa question. Alors, les personnes qui nous regardent ne connaissent pas forcément. On va pas forcément s'étendre là-dessus, mais est-ce que tu peux expliquer assez rapidement ce que c'est? Alors, le pranisme, j'en ai jamais rencontré vraiment. Ce sont des personnes qui disent ne plus avoir besoin de manger d'aliments physiques et qui prennent simplement l'énergie et leur nourriture à travers l'air, à travers le prana. Et donc, ces personnes-là, théoriquement, n'auraient plus besoin de manger. Donc, moi, ce que j'observe, c'est que quand on mange vivant, au bout de quelques années, quand le corps commence de se nettoyer, qu'au niveau émotionnel aussi on s'est nettoyé, qu'on consomme plus, qu'on mange plus ses émotions, à ce moment-là, les besoins caloriques vont vraiment être bien diminués. Et il y a longtemps que j'ai pas fait le calcul du nombre de calories que je consomme par jour, mais je pense il est peut-être autour de 1500 calories, kilocalories par jour. Et je mange à ma faim. Et c'est simplement il arrive un moment où le corps, on l'observe, il a des besoins caloriques qui diminuent. Et là, on se pose la question, effectivement, si le corps et le mental continuent de se nettoyer, peut-être qu'effectivement, on n'a vraiment plus besoin de grand-chose pour vivre. Voilà. Ouais. Puis par rapport à la B12, on en a parlé pas mal, donc vous pouvez regarder le replay et vous verrez qu'il a abordé pas mal cet aspect lié à la B12. Voilà, on parlait notamment des animaux élevés voilà, dans les élevages d'animaux où on leur donne justement de la B12 de synthèse, entre guillemets. Voilà, Florian, consommes-tu des œufs? Une question. Non, les œufs, c'est ce qu'on appelle un aliment de tolérance qui est pas mal en transition. C'est toujours mieux que de consommer de la viande ou du poisson. Par contre, les œufs, toutes les graisses animales hein, sont responsables des diabètes. Et les œufs encrassent le foie, hein, ça limite les capacités, la force du système immunitaire. Donc c'est un aliment de tolérance pendant la transition, mais ne pas en abuser. Voilà. Ouais. Est-ce qu'on accueille la famille là? Ouais, la famille est quasiment prête, voilà, ils arrivent. Ouais. Donc, avec ma Oui. compagne, on en parlait juste avant de cette émission. Là, je parle tout seul devant mon écran d'hygiénisme, de manger 100% vivant. Et je sais que pour la plupart des personnes, ça peut paraître quelque chose d'impossible à mettre en application dans une vie de famille, avec la convivialité, avec voilà. Et donc, notre famille est un exemple, il y en a d'autres, hein, de personnes voilà, où on a intégré l'alimentation vivante à 100%, l'hygiénisme. Voilà, on fait ça tous ensemble. On fait du yoga, de la méditation, du sport. On mange vivant. Et ça se passe bien pour nous. Voilà. Ouais. Une petite question aussi très rapide, en même temps vous pouvez rester là bien sûr. Bon, si vous l'avez bien compris, on fera sûrement une petite émission donc pour montrer comment pratiquer, comment intégrer l'alimentation vivante dans une vie de famille. Donc ça va être très intéressant. Là, on a l'exemple devant nous et vous pouvez voir qu'ils ont tous l'air très rayonnants. Il y a une question. Parler de la transition alimentaire des enfants en famille, comment Mhm. ça se passe, comment aider les enfants à manger plus de fruits et de légumes crus. Il y a pas mal de petites astuces qui permettent de faire ça. On pourra parler de la santé des enfants en général. Oui, très bien. Alors, une petite question, vous pouvez rester là, juste c'est une question intéressante de Mireille. Est-ce que certains légumes sont toxiques à l'état cru, les haricots, je crois, ou est-ce un mythe? Oui, les haricots sont toxiques. Les haricots verts, on peut en manger quelques-uns. C'est surtout les haricots
en forme de flageolets là, qui sont toxiques. Il y a trop de lectine et de phytate dedans qui les rendent impropres à la consommation, qui peuvent provoquer des vomissements. Sinon, la pomme de terre, hein, elle contient de la solanine et beaucoup d'amidon, donc cru, c'est pas bon, c'est pas digeste, et la solanine, elle, c'est quelque chose de toxique. Et je crois que c'est tout. Dans une précédente vidéo, quelqu'un avait marqué que les aubergines étaient toxiques. Donc les aubergines, on peut tout à fait les consommer crues, on en consomme régulièrement. On les mange pas telles quelles parce qu'au niveau gustatif, c'est pas terrible, mais on les fait en déshydratation, des fois avec des pruneaux. En spaghetti. En spaghetti, en caviar. Et donc, voilà, il y a plein de belles choses à faire avec les aubergines. Ce qui fait qu'il y a plein d'aliments qui nous restent à redécouvrir. Comment est-ce qu'on peut les accompagner ou les préparer avec la cuisine de manière crue, comme le poireau, les oignons. Il y a plein de choses comme ça qu'on peut intégrer de manière crue et les rendre tout à fait digestes. Une question de mon frère Vincent pour les enfants. Alors je la remets à l'écran. Quels sont vos fruits et légumes préférés? Alors, Maïdan et Loane, quels sont vos fruits et légumes préférés? Moi, je pense que c'est la banane. La banane? Kaki et banane, moi. La mangue. Pomme. Et pomme. La Kaki pomme. et pomme. Très bien. Bon, en tout cas, là, je ne sais pas si vous avez vu à l'écran, hein, mais il y a de nombreux messages. Là, amour à tous. Là, vous avez surpris tout le monde. Là, ça, c'est de bons présages pour l'émission qu'on va faire. Enfin, l'interview, l'échange avec la famille. Moi, j'ai très hâte personnellement. Hein, tout à l'heure, quand on s'est connecté juste avant et que je vous ai vus tous ensemble, moi, j'ai vécu ça. D'un seul coup, j'ai ressenti toute cette énergie qui était en face de moi. Hein, toute l'énergie que procure l'alimentation vivante. Voilà, Donc, ça fait des enfants qui sont jamais malades, qui sont pleins de vitalité, de joie. Et il y a plein de parents qui ont besoin de conseils pour la transition parce que c'est pas facile. Hein. Des enfants qui sont habitués à manger du sucre, des biscuits. Comment est-ce qu'on arrive à leur faire manger des fruits? Bah voilà, Florence, elle a appris, donc elle a plein de choses elle aura plein de choses à dire. Et puis aussi, c'est ce qu'on montre pendant nos stages. Hein. Nos stagiaires, ils viennent, on les accueille en famille et ils voient comment on fait avec les enfants. Et c'est très enrichissant aussi pour eux de ce En côté-là. général, il y a beaucoup de questions aussi par rapport à l'école, à la cantine, aux vaccinations. Ouais. Voilà, c'est quelque chose qui se fait pour les enfants étape par étape. Nous, ça a été 5 ans de transition alimentaire. Ah, parfait. Mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Ah bah en tout cas on le voit, hein. Bravo, message de Jeff, bravo famille d'amour. Vraiment, hein, on le ressent. Une question, on va prendre la dernière question. Biguette, alors je passe vite fait. Que peut-on manger, je la repasse ici à l'écran, que peut-on manger quand on a des inflammations dans un genou suite à une chute par exemple et cela ne part pas malgré des gélules au curcuma, poivre, plus légumes, déjà une alimentation saine. Avec déjà une alimentation saine. C'est marrant, hein, tout à l'heure, juste avant de démarrer le live, je t'avais parlé de ça par rapport à l'épaule. Eh bien, il y a quelque chose qu'on peut consommer. Les fruits, hein, c'est Hippocrate qui le disait, hein, que l'aliment soit ton remède. Eh bien, les fruits acides ont la particularité de dissoudre les cristaux d'acidité dans notre corps qui nous provoquent des inflammations, des douleurs. Ce qui fait que si on consomme des fruits acides comme les oranges, les ananas par exemple, les kiwis, tout ça, ça va aider le corps à se désacidifier parce que l'acidité des fruits, sous réserve que la personne ait déjà une certaine vitalité, il ne faut pas qu'elle soit complètement déminéralisée, sinon ça ne fonctionne pas. Mais si elle a une santé correcte et une alimentation correcte, l'acidité des fruits va aider la personne et va désacidifier son corps, donc ça va réduire les douleurs. Et puis sinon, comme je le disais plus tôt, ce qui provoque l'acidification du corps, ça va être les produits laitiers, le sucre raffiné, la viande. Donc arrêtez ça. Et puis, si on veut aller plus loin, faire quelques purges salines. Et là, les douleurs vont partir. Oui, tu parlais toi-même d'une douleur que tu avais, enfin voilà, si c'est pas trop personnel, mais une douleur que tu avais justement au niveau des trapèzes, c'est ça? Ouais. Une douleur, une contracture qui était quasiment permanente, qui était liée à mon travail, une posture qui n'était pas très bonne au travail.
Donc j'aurais pu dire que c'était uniquement lié à la posture trop répétitive. Seulement s'il n'y avait pas eu un terrain acide derrière, cette contracture-là ne se serait pas apparue. Et là, elle revient de temps en temps, je la sens presque plus, mais voilà, quand je suis en période où je travaille trop, je suis en surmenage, ou alors quand c'est le moment de faire un nettoyage avec une purge, eh bien, la douleur revient. Et c'est une sorte de petite alarme qui est là pour me dire, ah, c'est temps soit de se reposer, soit de faire une purge, soit les deux en même temps. Voilà, donc une purge hydrique, une purge chaline à ce moment-là qui est plus Ouais. adaptée aux douleurs. Mhm. Bah, merci, alors namasté à tous. Il y a Rémi qui dit lorsque tout va mal, que la marche soit ton remède. Donc ça nous emmène à notamment, on va présenter tes diverses activités. Bah, déjà, on commence tout de suite par les stages, reconnexion à la vie, jeûne et trek. Mhm. Donc, reconnexion à la vie, c'est une suite d'ateliers qui dure sur 5 jours, où on fait découvrir avec Florence comment nettoyer son corps et son mental avec des pratiques hygiénistes. On fait un tour d'horizon de la majorité des pratiques hygiénistes qui existent. Et pendant ces 5 jours, il y a une journée où on fait jeûner les stagiaires avec une purge. Et puis, donc, c'est d'ateliers hygiénistes et de développement personnel. Et les stages de jeûne et trek, donc ça, c'est une photo pour un jeûne et trek. Donc là, on part marcher dans la nature une semaine sans manger. Et puis voilà, on se promène dans le Beaujolais, on dort en tente. Et on fait des câlins aux arbres, on chante des mantras, on fait des soins énergétiques. Tout ça en groupe, dans la bonne humeur. Et le jeûne passe très facilement. On oublie même qu'on mange plus. On est un petit peu dans un autre univers. On est dans un autre espace. Et voilà, c'est des choses que j'apprécie beaucoup faire. Et là, on est en train de les développer sur 2 niveaux afin de les rendre accessibles à n'importe quelle personne en fonction de sa condition physique. D'accord. Bah, donc voilà, je vous mets à l'écran aussi le lien du site internet, floriangommet.com. Donc vous trouverez énormément d'infos. Vous allez retrouver justement donc ces informations par rapport aux différents stages. Les réseaux sociaux aussi, tu as une chaîne YouTube, Florian Gommet, le Facebook, l'Instagram. Je sais qu'il y a ton film, le film L'Empreinte, c'est ça, sur ta traversée de l'Europe, qui sort peut-être courant mai. Je crois que la bande-annonce est disponible sur tes pages. Oui. Allez faire un tour. Moi, j'attends le film avec impatience. Voilà, normalement, la bande-annonce est disponible sur ma chaîne YouTube et Instagram. Donc, c'est prévu pour mai. Et par rapport aux réseaux sociaux et sites internet, avec Florence, on est en train de créer notre site internet commun qui va s'appeler freeyourlife.fr et qui sera aussi présent qui existe déjà sur Facebook et sur Instagram également. D'accord. Les livres aussi, tu as des livres, là, je les mets à l'écran. Il y a un petit bug juste dans la présentation. À ce niveau-là, voilà, les livres. Livres et films. 4 ouvrages et 2 films en clé USB, 3 ouvrages sur mes récits de voyage et un autre sur la santé qui s'appelle le guide de survie au XXIe siècle, où j'ai résumé les principales pratiques hygiénistes qui permettent de nettoyer le corps, le mental et d'atteindre la pleine santé. Bon, je ne sais pas vous, mais tous ces échanges sont très très inspirants et ça donne vraiment envie de creuser le sujet encore plus loin. Donc voilà, on a partagé donc ton site internet que je vais remettre à l'écran. Voilà, directement. Donc les différents réseaux sociaux. On prend rendez-vous donc très prochainement, peut-être d'ici sûrement début mars pour la prochaine. On a fait le petit sondage. On a vu que voilà, beaucoup de personnes étaient intéressées par cette émission sur l'alimentation vivante. Beaucoup de personnes sont intéressées par rapport aux jeunes. Aussi la marche pieds nus. Comment on arrive justement à s'entraîner pour arriver à retrouver cette marche qu'on va retrouver notamment dans les tribus quand on voit les enfants courir pieds nus sur des cailloux et sans avoir mal, alors que nous, dès qu'on pose le pied à terre à la plage, on va tout de suite souffrir. On va souffrir le martyre. Donc voilà, on va voir un peu quel sujet aborder. On va essayer de voir aussi si on peut contacter Miguel Barthéléry qui est... tu vas mieux le décrire que moi. Eh bien, Miguel Barthéléry, il est naturopathe, il a été formé par Irène Grosjean
Et avant ça, il a une formation à Harvard comme docteur en médecine moléculaire. C'est quelqu'un qui pratique l'alimentation vivante, les jeûnes, les purges. Et on aimerait lui proposer de participer à une émission sur Gaïa Méditation pour parler d'une de ses spécialités à propos des molécules, qui va être de comparer un petit peu le fonctionnement des molécules quand elles sont issues de la chimie et quand elles sont issues d'une plante. Parce que souvent, ce sont des molécules, les laboratoires ont souvent utilisé, se sont inspirés des plantes pour fabriquer leurs molécules. Mais il y a une grande différence entre une prise de médicaments et une prise de plante. Voilà, il y a beaucoup de choses, même si sont les mêmes molécules, elles n'agissent pas du tout de la même manière dans le corps. Et donc, on parlera de ça avec Miguel qui nous expliquera quelles sont les différences et pourquoi. D'accord, bah, on a très hâte. Et puis, bien sûr, le rendez-vous familial sur l'alimentation vivante, vous allez nous expliquer, vous allez nous raconter un peu comment vous fonctionnez, comment vous vivez ça au quotidien, la transition, comment vous avez habitué les enfants, comment vous avez fait. Et puis, de voir que tout se passe très bien, on ressent toute votre lumière. Voilà, Gaïa Méditation dit gratitude pour tes enseignements, Florian. Et Stéphanie, merci beaucoup, Romain et Florian, pour le live et les infos. De mon côté aussi, je vais faire ma petite communication avec le prochain rendez-vous, hein, donc à vos agendas. Le prochain rendez-vous avec Mark Auburn, donc jeudi 18 février à 21h, donc sur le thème toujours du voyage astral de la sortie hors du corps. Hein. J'ai lancé la formation très récemment, une formation en ligne, et on a décidé avec Mark de faire un échange où on va parler notamment de tous les fondamentaux de la sortie hors du corps, du voyage astral, et surtout on va aborder point par point toutes les différentes mises en garde, toutes les fausses idées autour de la sortie hors du corps pour vous permettre vraiment d'accéder à cet outil qui est un outil parmi tant d'autres d'éveil et de développement personnel et spirituel. Donc à vos agendas, jeudi 18 février à 21h avec Mark Auburn. N'oubliez pas non plus de rejoindre le canal Telegram qu'on a ouvert, hein, le canal Telegram Gaïa Méditation, où on partage encore plus de contenu sur l'éveil des consciences, le développement personnel, les développements spirituels et toute cette partie justement bien-être, l'alimentation, comment aller vers la pleine santé. Je vous remercie, hein, vraiment, toute la famille, vraiment. Je vous mets à l'écran là parce que je voudrais que vous soyez l'image de fin. Là, il y a Svetlana qui dit « Vous êtes bénis ». Vraiment, bah oui, c'est ce qu'on le ressent. Merci du fond du cœur, Florian et toute la famille. Merci pour cette transmission, tout cet échange, cette bonne humeur, cette lumière que vous véhiculez, cette inspiration. Merci vraiment du fond du cœur. Un petit mot pour la fin, peut-être ? Eh bien, merci à toi, Romain, pour cette invitation, tous ces échanges. Merci à tous ceux qui nous regardent, qui s'intéressent aux lois du vivant, à la pleine santé et qui vont nous aider à reconstruire le monde de demain où il y aura plus d'amour, de paix, voilà, sur Terre. Merci à Gaïa Méditation pour toutes ces informations que vous nous transmettez et pour tous ces beaux échanges. Merci à vous. Merci à vous, à tout le monde. Un grand merci pour votre participation, tous vos commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine. Namasté. Allez, on met les enfants. Au revoir. Au revoir.